Amis de Morpheus Etica, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors ce soir, j'ai une invitée, mais je vais vous la laisser vous se présenter. Elle s'appelle Vanessa. Est-ce que Vanessa, elle est là? Oui, bonsoir. Bonsoir Vanessa. Bon, Vanessa, vous êtes mon invitée de ce soir. Vous avez plein de choses à dire, mais je vais vous demander de vous présenter pour que les gens comprennent bien la situation de qui vous êtes et ce que vous allez dire. Allez-y, Vanessa, vous avez la parole. Je suis Vanessa, je suis avocate et je suis depuis 15 ans. Je suis maman d'une petite fille qui vient de faire 5 ans le 6 août. Et j'ai exercé 10 ans à Béziers avant de remonter à Évry. Et aujourd'hui, je suis en région parisienne. Et ma fille a été placée chez son père dans le sud, près de Béziers, dans le 34. D'accord. Bon, alors, Vanessa, vous êtes là, mais vous avez une histoire à nous raconter qui n'est pas ordinaire, en fait, hein? Non, D'accord? Donc, oui. donc, comme vous êtes avocate de profession, je pense que vous allez trouver les mots justes, d'accord? Et je vous laisse raconter votre histoire, voilà, qui va surprendre, à mon avis, pas mal de gens par rapport à votre profession. Allez-y, Vanessa. L'histoire, elle commence. J'ai rencontré cet homme. Il vivait dans le sud. J'avais une très belle collaboration à Paris. Je venais de prêter serment. Il m'a courtisée pendant 1 an et demi. J'ai tout quitté pour lui. Et un mois après l'emménagement, la violence physique a commencé. Ça a duré 9 ans. J'ai exercé 10 ans à Béziers. Je vivais avec lui. J'ai masqué tout pendant 9 ans parce qu'en fait, j'étais dans un énorme déni. Et il y avait beaucoup. Quand on s'est mariés en 2016, ça a été la descente aux enfers. La violence physique était presque tous les jours. Il rigolait à l'idée que je puisse mourir jusqu'au fameux 15 novembre 2017. Où à l'issue d'une soirée, il est rentré fou de rage, je ne sais pas pourquoi. Il m'a étranglée, il m'a sorti de son bureau manu militari et comme je voulais pas me taire, il m'a mise au sol à 3 reprises. Il l'a mis à l'ASE, qu'il l'a trouvé très gentil parce qu'il m'a mis au sol en me faisant une prise de judo sur un tapis pour pas que ma tête heurte les graviers. Et les gens de l'ASE ont trouvé ça très élégant de sa part. On est obligé d'en rire quand même parce que ça, franchement, c'est. Je peux poser une question indiscrète, Oui. Vanessa? Oui. Quelle est la profession de votre ex-mari? Informaticien, infographiste. D'accord, c'était pour savoir en fait. D'accord, hein? Oui, bien sûr. Et en fait, cette nuit-là, j'ai vraiment cru mourir de ses mains. Il m'étranglait. J'ai eu 15 jours sans voix, d'extinction de voix. Sauf que ça faisait 10 jours qu'on venait de commencer le projet. Il venait d'avoir. La société a été en liquidation judiciaire et du coup, j'avais réussi à lui trouver un contrat de travail. Ça voulait dire la fin des problèmes d'argent et je m'étais dit la fin de la violence. Et puis, en fait, ma fille a été conçue ce soir-là. En fait, je ne voulais pas que mon enfant vive dans la violence parce que je suis aussi avocate d'enfants. Je suis membre de la Fondation Avocat d'enfants depuis. D'accord. C'est le concours de circonstances, incroyable en fait. Et je connais les dégâts de la violence, donc je voulais surtout pas que ma fille vive dans ce contexte-là, donc je l'ai quittée. Mais par contre, je voulais qu'elle ait un père. Enceinte, j'étais assez terrorisée parce qu'il voulait que j'avorte. Il voulait pas de ce bébé. Il a été absent pendant les 8 mois de la grossesse. Pas de son, pas de lumière. Carrément. Ah oui, il m'a juste fait une séance de médiation qui a failli me provoquer la perte du bébé. Parce que les sages-femmes m'ont dit que ça mettait en danger. En fait, il m'a expliqué qu'il avait regardé sa montre et qu'il avait eu un pic cardiaque de 2 minutes 30. Donc la scène de violence avait dû durer 2 minutes 30. Donc peut-être que c'était pas la peine d'en faire des tonnes. Et puis que comme on n'était plus ensemble, en fait, il avait un droit sur mon corps et que je devais donc avorter. Tout ça devant un tiers. La médiatrice qui a réagi. Ah oui, carrément.
C'est fou quand même, franchement. Euh, et je lui ai dit que bah, notre enfant entendait quand même, on savait pas qui comprenait, mais qu'elle entendait dans mon ventre. Et puis bah, un mois avant que j'accouche, monsieur bah, à Béziers, tout le monde savait que c'était le papa, ça la foutait mal de pas reconnaître l'enfant, alors il a fini par m'envoyer un message en me disant bon bah écoute, je vais la reconnaître. Donc moi je lui ai dit que dans ces cas-ci, il fallait qu'on construise un couple parental qui sache communiquer, parce que manifestement c'était pas ça. Donc je lui ai proposé qu'on suive une thérapie qui a duré un an. Hein. Avec une psy je lui ai permis d'être là à l'accouchement. Et en fait, la première violence a eu un peu lieu là, c'est-à-dire que mon accouchement, j'ai eu un très très bel accouchement sans péridurale, Ouais. mon placenta se détachait pas et qu'ils ont eu peur pour ma vie à ce moment-là, donc ils ont enlevé le bébé qui était sur moi et ils ont demandé à Raphaël, à cet homme ils ont demandé à cet homme de me laisser un visuel sur mon bébé pour m'aider. Ouais. Et bah, il a refusé. Il a tourné le dos. Il a considéré que c'était son moment et que voilà. Dans les jours qui ont suivi, il m'a supprimé mon téléphone, donc j'ai même pas pu prévenir ma sœur qui était descendue de Paris pour mon accouchement. Que j'avais accouché. Donc j'ai dû négocier avec quand il n'était pas là en fait. Et en fait les sages-femmes ont vu qu'il y avait de la violence conjugale et ils me dénigraient parce que je portais beaucoup mon bébé. J'avais une ceinture et un port de bébé que j'ai utilisé jusqu'à ce que j'ai plus la force de la porter et qu'elle marche. et donc voilà. À la crèche, le lien était difficile en fait entre Angelina et son père. Il la prenait 3 heures le vendredi et elle voulait pas partir avec lui. Donc la crèche, on fait venir la psy, on peut observer. Ils n'ont pas trop compris ce qui se passait, mais ils m'ont pas spécialement alerté sur l'instant. Et puis on faisait 3 heures par semaine. On allait voir la psy, il n'avait pas de demande par rapport à l'enfant. Chaque fois, on parlait de notre couple, on parlait des violences, on parlait de tout ça, mais il n'avait pas de demande sur Angelina. Jusqu'au jour où je reçois une assignation où il demande la garde alternée. Et là, la psy était très en colère parce qu'elle dit mais en fait, c'est un sujet qu'on aurait dû aborder dans les séances, donc en fait, ça ne sert à rien à part perdre du temps et se faire du mal. Donc, elle a mis fin aux séances et sur ce, il y a eu la crise du Covid. J'étais chez ma sœur en région parisienne pour le Covid. On avait fait 3 mois de grève du avocat à Béziers pour défendre le droit des justiciables. Et il n'y a pas un dossier qui avait été plaidé pendant 3 mois. Puis là, on se retrouve avec la crise du Covid. J'étais en arrêt 3 mois de cessation d'activité. En 6 mois, j'avais plus de cabinet, soyons clairs. Puis j'étais chez ma sœur. Et alors là, ma fille a poussé comme un champignon. Ma sœur et son mari ont 2 enfants. Elle a 1 an et demi d'écart avec son deuxième et 4 ans et demi avec son aîné. Et alors, ils se sont adorés. Et ma fille s'est épanouie. Et puis, je me suis rendu compte que c'était l'environnement qui convenait à mon enfant. Ouais. Et du coup, je me suis dit quitte à repartir de zéro. Et là, monsieur a pété un plomb. Il était foudrage parce que j'avais pas demandé l'autorisation, parce que j'avais pas le droit, parce que c'était comme ça. Et faut savoir que pendant toute la crise du Covid, il a jamais appelé sa fille. De toute manière, jamais au téléphone, pas un appel, pas un FaceTime, rien du tout. Il a jamais demandé de nouvelles, pas un texto, rien. Il envoyait des vidéos de lui-même en train de manger des pâtes ou de faire du vélo. D'accord. C'est pas spécialement ma fille, soyons très clairs. Donc je lui proposais les vidéos évidemment, mais voilà. Et c'est là où les premiers faits de violence se produisent. Il l'apprend la journée, du lundi 13 et du mardi 14. Alors, je connais toutes les dates des agressions de ma fille. Je connais pas la date de la rentrée scolaire ou du spectacle, même si ça a été des moments fabuleux. Mais en fait, je connais les dates des agressions. En fait, Angelina, on a tout de suite su qu'elle était précoce dès la crèche, des bébés. Elle a parlé à 4 mois. Elle disait maman à 4 mois. À 7 mois,
elle savait dire chouchou et à 1 an, elle vous tenait la jambe, elle parlait tout le temps. Sauf avec Raphaël, enfin sauf avec son papa. Donc il savait pas en fait qu'elle parlait. Et donc il l'apprend le 13 juillet quand elle rentre le soir. Ma fille qui était propre. Le 13 juillet de quelle année peut-être pour que les gens... 2020. 2020. Donc elle va avoir 2 ans. Elle était propre, etc. Et là, c'est la cata. Elle rentre de la première journée. En fait, je lui avais mis une couche pour partir. Elle était restée toute la journée avec. Donc, elle était et là, elle se fait pipi dessus alors qu'elle était super propre. Elle s'arrache les cheveux, elle hurle, elle ne veut plus manger toute seule. Je ne peux plus la poser par terre. Hein. Je suis obligée de la porter en permanence. Elle est juste méconnaissable. J'ai des amis qui sont là. J'ai mes parents qui sont là. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est juste pas possible. Moi, le lendemain matin, elle s'agrippe à moi. Elle ne veut pas y aller. Le papa... me laisse, il est comme ça, il attend, il lui dit pas bonjour, il attend que j'installe dans la voiture. Et ce deuxième jour, le 14 juillet, elle accepte, enfin elle accepte pas, mais je la mets dans la voiture et le soir quand elle rentre, c'est pire. Et là, je lui dis, ça peut pas. Le mercredi, elle s'agrippe à moi, elle m'a à moitié arraché les cheveux et devant le père, elle dit non, je veux pas. Donc moi, j'ai dit, je vais pas la forcer, je comprends pas ce qui se passe. Et lui, il me dit, ah mais moi j'ai passé 2 super journées. Non mais je lui dis, mais c'est pas la question en fait. Je m'en fous un peu si tu as passé des bonnes journées ou pas. Mon problème, c'est le comportement de. Ce qui était drôle, c'est la différence entre la petite fille qui veut pas retourner chez son père, puis le père qui est content d'avoir passé de belles journées. C'est ça? C'est ça. C'est une vraie opposition. Mais, la suite arrive. Ouais. Là, je me retrouve chez le pédiatre, je me retrouve chez le psy. J'ai passé l'été là-bas et première plainte. Elle me dit que papa l'a tapé fort sur la couche, l'a enfermée dans le noir, l'a retapé parce qu'elle lui a dit non, tu n'as pas le droit de me taper. Il lui a dit ah si c'est moi ton père, tu vas voir ce que et elle me dit tout ça, hein, j'ai des enregistrements et là je me retrouve aux UMJ et là le médecin des UMJ me dit en fait je peux même pas quantifier les ITT, c'est sûr qu'il y a eu violence et il me dit je me pose la question de savoir si c'est pas des violences sexuelles. Et alors là moi je me prends un TGV dans la tête. Et ma réaction sur le coup, ça a été du déni, de dire c'est pas possible, je le connais, c'est pas possible. Et là, le médecin. C'est dur à accepter en fait. Hein. Non, le médecin me dit clairement, madame, si vous n'êtes pas capable d'accueillir la parole de votre enfant, ça veut dire que vous la protégez pas, ça veut dire que vous cautionnez. Donc, il va falloir l'envisager très sérieusement, que ce soit une possibilité. Et dans le rapport, il note quelle est la nature des violences. Et il dit qu'en fait, on ne peut pas faire plus d'investigations parce qu'à 2 ans, ça ferait plus de mal. Et donc là, j'ai un juge pour l'instant qui est bien, un JAF qui est bien, qui dit visite médiatisée. Il y a une rupture du lien, il y a un problème, on va faire des visites médiatisées. Les visites médiatisées, elles se font à Citéa, à Vitry. Il y a 4 bonnes femmes qui arrivent là comme ça auprès d'Angelina et qui lui disent « Ah, papa, il est gentil, tu vas passer un super moment, allez, viens, etc. » La gamine, elle se transforme, elle parle plus. Alors tout le monde me prend pour une tarée quand je dis qu'elle est précoce parce que en fait, elle faisait le bébé. C'était son moyen de défense. Parce qu'elle voulait pas. Et moi, quand je la récupérais après ces 2 heures avec le père, elle faisait des crises de nerfs. Elle se tapait la tête, elle s'arrachait les cheveux, elle hurlait. Mais c'était l'horreur. Donc moi, j'alerte le service en me disant j'ai un problème, qu'est-ce qui se passe pour que ma fille soit dans cet état-là? Et là, on me répond non, mais vous êtes une maman angoissée. Hein, ça, c'est parce que vous n'avez pas de compagnon. On m'a quand même conseillé textuellement, ce serait bien d'aller vous faire sauter. On dit mais non mais en fait nous ça se passe bien, donc c'est que ça se passe bien, ce qui se passe chez vous ça nous regarde pas. Carrément, c'est carrément ce qu'ils disent en fait. Oui. Vanessa, ils le disent, mais est-ce qu'ils l'écrivent aussi ça ou pas? Ils l'écrivent. C'est très important. C'est fabuleux. Là on se retrouve devant la cour d'appel parce que j'avais demandé des expertises psychologiques et psychiatriques.
Je tombe sur un assesseur de la cour d'appel, Magali Venet, qui me connaît très très bien parce que j'ai eu plus de 30 dossiers devant elle. Bon, on s'aime pas, hein, professionnellement, on s'aime pas. Elle faisait du JAF à Béziers, là, elle avait été promue à la cour d'appel, mais j'avais pas spécialement de mauvais jugement. On savait que c'était quelqu'un de caractériel. Bon, on s'était disputé, mais j'ai envie de dire c'est le jeu. Quand on porte la robe, c'est le côté professionnel, on va dire. Hein, d'accord. Et donc, je demande à mon avocate, est-ce qu'on demande à ce qu'on change de juge ou est-ce qu'on reste avec elle? Elle me dit, si elle a un problème avec vous, elle est dans l'obligation de se déporter, de refuser le dossier. Donc, on va lui faire confiance. Ok, on va lui faire confiance. J'aurais jamais dû lui faire confiance. Du coup, on se retrouve. Donc, elle nous ordonne bien l'expertise. Et là, l'experte que je rencontre, elle va être séduite par le père. Hein. Je pense qu'il n'y a pas d'autre. Il invente une histoire. C'est pas ma vie. Et je peux tout prouver. Chaque ligne, il a menti sur tout. Il dit qu'il a jamais porté plainte contre moi, c'est faux. Il dit qu'il a eu des petits problèmes. On a eu un redressement judiciaire et une liquidation judiciaire en 9 ans. Je peux vous assurer que c'est pas des petits problèmes. Et il invente le fait que je l'ai envoyé chez le psy pour réfléchir à sa paternité. En fait, il est allé voir le psy quand il y a eu la liquidation judiciaire parce que il se lavait plus, il mangeait plus, il vivait tout nu et que j'ai dit on peut pas rester comme ça, quoi. Enfin, il faut. Il y avait un déséquilibre à prouver, en fait. D'accord. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de projet bébé, hein, donc ouais. Elle raconte sa petite histoire là comme ça, et puis elle rencontre Angelina. Et là, Angelina, elle lui dit tout parce qu'Angelina veut plus y retourner parce des trucs dont j'étais pas au courant. Elle a 3 ans. Entre-temps, il y avait eu des nouveaux faits juste avant l'expertise. Le deuxième jour où il a le droit de la voir sans surveillance, de 9h à 17h, c'est le 26 septembre 2021. Elle vient d'avoir 3 ans, elle vient de commencer l'école. Il n'a pas demandé l'école, il l'a demandé juste avant l'audience de mars, donc 6 mois après le début de l'école. Il lui avait fêté son anniversaire en retard. Et le premier anniversaire, il s'est trompé de date. Le deuxième anniversaire, il a envoyé un texto à 22h. Et pour ses 3 ans, il a attendu 10 jours, hein, parce qu'on n'est pas un jour près pour un anniversaire. Hein. Bon, pour ses 4 ans, il ne lui a pas du tout souhaité. Donc, comme ça, c'est encore mieux. Donc, le 26 septembre 2021, elle vient d'avoir 3 ans. Elle vient de rentrer à l'école. Et là, elle a passé la journée avec lui. Elle rentre et alors, elle qui adore se doucher, veut pas se doucher. Donc, je lui dis, si, il va devoir se prendre la douche. Hein. Donc, alors moi, je suis très éducation positive, Montessori, tout machin. Voilà, pour l'instant, la maman, elle est à des années-lumière de savoir ce qui se passe. Hein. D'accord. Moi, je viens de faire la rentrée, machin, je suis dans mon truc. Et donc là, elle finit par aller sous la douche. Et là, mon Dieu, elle a la vulve à sang. Et à tel point que je me demande s'il faut que j'aille aux urgences. On est dimanche soir ou pas. Donc je comprends qu'elle ne veuille pas se laver à cet endroit-là parce que ça fait mal, mais en même temps, voilà. Donc je suis un peu. Et puis on va pour dîner ensemble. Et là, elle commence à me dire. Tu sais, maman, les licornes, elles viennent me voir la nuit. Ah, d'accord, ma fille, les licornes, elles viennent te voir la nuit. Oui, et tu sais ce qu'elles font? Non. Elles me soignent ma nénette. Parce que, tu comprends, papa, il aime bien la caresser. Il a passé tout l'après-midi à me caresser la nénette et à se caresser le zizi. Bon, je vous avoue que j'ai très, très mal réagi. Je suis allée… Elle dit elle dit ça comme ça. Ça tombe brut comme ça. Comme ça, on est en train de manger. Donc, moi, ma réaction, elle a été… Je suis allée vomir. Ça a dû couper l'appétit, non? Hein? Moi, je suis allée vomir de la ville. Et là, je me suis dit non, alors il faut que je puisse accueillir la parole de mon enfant. Donc, je reviens, je lui dis pardon, maman, elle était un peu malade, machin. Tu veux m'en dire plus? Mais elle répète en boucle. Elle répète en boucle. Et là, je suis complètement perdue. Donc, j'appelle le 119 en disant qu'est-ce que je fais? Et là, le médecin me prend un peu de haut. On me dit non, mais vous allez aux urgences. Là, j'appelle ma sœur.
Je lui dis, mais je peux pas conduire là. Donc, est-ce que tu peux nous emmener aux urgences, hein? Donc, il est dimanche soir. Il est le temps que j'appelle tout ça, il est 22h. Donc, nous voici partis aux urgences de Béclair. Et là, elle répète tout aux infirmières, elle répète tout aux médecins qui me disent, qui font un certificat initial et qui me disent, on peut pas exclure un viol. Je vous raconte pas ce que c'est dans la vie d'une maman d'attendre 24 heures pour savoir si son enfant était violé ou pas par le père. À cette époque-là, elle l'avait pas encore été. C'était une simple agression sexuelle. C'était déjà un avertissement sérieux, en fait. C'est ça. Donc, je me retrouve aux UMJ, je me retrouve au commissariat. On va voir un pédopsie à qui Angelina, elle déballe tout. Et là, la pédopsie, elle me voit après, elle me dit non mais c'est quoi vos demandes par rapport au papa? Je lui dis alors là, j'en sais rien. Là, je suis en expectative. T'es pris à contre-pied, t'es pris dans une tourmente où tu vois pas du tout vraiment ce qu'il faut faire en fait. C'est ça. Hein. Et là, la pédopsie, elle me dit, si vous êtes une mère responsable, normalement, la recommandation, c'est suspension des droits, hein, soyons très clairs. Elle ne doit plus être en contact avec son agresseur, plus jamais. Okay. Donc, moi, j'ai porté ma plainte. Je dis que je suspends les visites. Je préviens tout le monde. Hein. Et puis, il y a cette fameuse expertise qui arrive. Donc, elle voit pas son père. On a un signalement de l'experte psychologue qui la suit, qui a été formidable, qui a réussi à établir le lien avec elle. Elle l'a su depuis les visites médiatisées. Donc, elle me fait un signalement parce que voilà, tout le monde la croit, hein, la gamine. Et puis, elle en parle à tout le monde. À cette époque-là, elle n'avait pas conscience qu'elle allait être punie, parce que c'est ce qui s'est passé dans la suite de l'histoire. Et donc, il y a cette fameuse expertise où Isis Hanafi, je l'ai fait contre-expertiser cette expertise, parce que moi, j'ai été obligée d'aller voir 2 psychiatres pour vérifier que j'étais pas folle, hein, quand j'ai eu le rapport. Parce qu'elle a fait, alors, on répète son nom, Isis Hanafi, c'est ça? Ah oui, j'ai porté plainte pour elle pour faux intellectuel, j'ai 2 contre-expertises de... Alors, par exemple, tu peux donner des exemples de ce qu'elle a écrit dans son rapport pour que les gens comprennent ou pas? Elle explique que j'ai un syndrome d'aliénation maternelle parce que je suis une mère, que j'ai voulu exclure le père. Bon, si j'avais voulu exclure le père, j'étais déjà séparée, je n'aurais juste pas annoncé la grossesse et je me serais tirée en Île-de-France. Hein. En fait, je lui ai permis d'être présent à l'accouchement. Donc, elle explique qu'en fait, j'avais programmé, elle raconte son histoire, hein, que j'avais programmé de faire un bébé toute seule. Et que dès que j'ai su que j'étais enceinte, je l'avais quitté et que je l'avais empêché de jouer son rôle de père. Sauf que je l'ai quitté avant de savoir que j'étais enceinte, parce que même si le jour de la conception, c'est le jour de la rupture, je ne suis pas Madame Irma, je l'ai su que 2 semaines après. Et encore, je suis très tôt. Mais par contre, une question, Vanessa. Est-ce que celle qui a fait ce rapport-là, elle avait eu connaissance des autres rapports ou des autres PV qui avaient été faits? Ça, c'est extraordinaire. Je lui ai tout communiqué. Je lui ai communiqué par mail. Je lui ai imprimé les rapports, le dossier. Et en fait, elle les a pas annexés. elle les a pas annexés. Et quand elle a reçu ma fille, elle n'a pas respecté le protocole NICHT de recueil de la parole de l'enfant. Normalement, tout professionnel de la protection de l'enfance connaît ce protocole parce qu'il est internationalement, c'est le seul. Enfin, il y en a 2, mais c'est celui d'application principale et notamment en France. Donc, elle l'a pas respecté. Et ma gamine dit tout. Et elle explique pourquoi papa est méchant, que papa il sait pas ce que c'est l'amour parce que c'est pas ça l'amour, c'est pas faire du mal aux gens qu'on aime. Et elle explique pourquoi il lui a fait du mal, elle explique l'agression sexuelle, elle donne des détails d'enfant. Hein. Et là, la conclusion de l'experte, c'est Angelina ne sait pas pourquoi son papa est méchant. Si, elle vient de vous l'expliquer. Carrément. Mais elle est où cette expertise? Elle est d'où cette femme-là? Isis, là? Elle est de Meaux. En tout cas, en Île-de-France. Donc, c'est normal s'il est de Meaux. Elle te fait des mots pour toi, en fait. Hein? C'est ça. Et en plus, elle fait des mauvais mots pour faire des mots. C'est quand même pas mal. Hein? Oh non, mais l'horreur. Et elle se trompe. Elle va se tromper parce qu'elle l'envoie donc à Magali Venet, donc cette fameuse juge.
mais elle croit que c'est le tribunal, c'est la cour d'appel. Enfin bon, bref. Donc j'ai fait contre-expertiser quand je suis allée voir deux psychiatres qui m'ont dit que c'était n'importe quoi. Mon psychologue qui me suit, qui m'a dit c'est du grand n'importe quoi. Et puis l'experte qui suit Angelina qui me dit mais c'est honteux. En fait, je suis allée voir le professeur Maurice Berger. Le professeur Maurice Berger, c'est l'autorité en France sur les enfants. Hein. D'accord. Donc, tu as un contre-rapport, alors. Il te fait un contre-rapport. Il me fait un contre-rapport, parce que la loi française permet des contre-expertises qui ont la même valeur que l'expertise. Et qui dit que ça respecte aucune des règles déontologiques, que comme ça ne va pas suffire, j'ai un docteur en neurosciences, Sarah Thierry, qui m'a fait pareil, une contre-expertise qui fait un signalement, parce qu'elle dit en fait ce que dit Angelina, ça doit être pris au sérieux, c'est grave ce qui se passe. Bien sûr, bien sûr. Et donc la conclusion, c'est que ma fille parle trop bien, donc nécessairement c'est la parole de la mère, hein, forcément. Ouais. Du coup, je suis allée la faire diagnostiquer en urgence parce que moi, je savais qu'elle était précoce, mais bon, c'est tous les parents. C'est pas un cadeau, hein, un enfant précoce, hein, parce qu'il faut le nourrir des activités, tout ça. C'est pas un cadeau. On souhaite pas que son enfant soit précoce parce que ça veut dire qu'il est différent des autres, que ça va créer des problèmes. C'est pas un souhait. Et donc, elle parle comme une enfant de 8 ans. Donc, effectivement, elle est bien précoce, elle est au potentiel sur la parole et le langage abstrait. Et on me dit bien qu'elle a sa propre pensée, sa propre personnalité, qu'elle n'est pas toujours d'accord avec maman. Mais c'est pas ce que dit le juge Magali Venet. Quand on reçoit le rapport, bon, moi, c'est sûr que je m'effondre, mais du coup, elle va voir nos 2 avocats. Non, elle n'a pas le droit, hein. Elle va voir nos 2 avocats et elle dit, bon, c'est pas dans la procédure d'appel, mais ce serait bien que monsieur demande la garde. Carrément. Ouais. Tu crois pas que dans la justice française, il y en a plein qui cautionnent la pédophilie? Si, là, clairement, c'est pas possible autrement. C'est pas possible. Surtout s'ils ont la copie des rapports, franchement. Ah oui, non, mais moi, elle commence l'audience. Cette audience, honnêtement, a été d'une violence. Ça fait 15 ans que j'exerce, hein, j'ai jamais vu ça. Hein. Alors, j'ai été passée, mais alors à la moulinette. Elle a parlé pendant 30 minutes, déjà, d'emblée. Alors que normalement, c'est les avocats qui parlent. Hein. Mais non, elle a parlé plus de 30 minutes en expliquant qu'elle commence l'audience en disant qu'elle ne prendra aucune de mes pièces en compte. Comme ça. Carrément. La seule chose qui l'intéresse, c'est l'excellent rapport de Isis Hanafi. Et que donc, elle va se baser là-dessus. Et alors là, elle me décrédibilise en tant qu'avocate. Elle est allée voir mon chiffre d'affaires. Elle m'a reproché, parce que le mercredi, je garde ma fille. Elle m'a reproché de garder ma fille le mercredi. Mon chiffre d'affaires, comment j'exerce mon métier. Des trucs, mais on a parlé de tout, sauf d'Angelina. C'est simple, on a parlé de moi. Une question, est-ce que tu crois qu'elle te connaissait déjà d'avance? Est-ce que tu l'avais croisée dans la profession avocat-juge? Tu l'avais déjà croisée? Elle me connaissait bien. On avait réfléchi on s'était dit qu'elle allait... Elle avait des comptes à régler avec toi, en fait. Elle t'a mis à charge, d'accord. Ah non, mais ma vie au crible fin. Elle a comparé l'évolution de mon chiffre d'affaires entre Béziers et Évry, enfin des trucs. Mais qu'est-ce que ça vient combien je gagne? Ma fille ne manque de rien. Elle va dans une école privée. Elle fait des activités extrascolaires. Elle a un vélo, une trottinette, tout ce qu'il faut. Je me pose une question de droit, simplement de droit, d'accord? À partir du moment où la juge, elle ne tient pas compte des rapports qui étaient faits pour protéger ta fille, ça veut dire qu'elle est responsable de ce qui peut lui arriver après. En fait, je lui ai envoyé un mail pour lui dire que, parce qu'elle s'est fait, en fait, Angelina se sera fait violer dans l'année, donc dénoncera des faits de viol en tout cas dans l'année. Donc en fait, moi, à cette audience, mon avocate s'est effondrée. Elle aurait dû faire un incident d'audience, elle aurait dû faire acter un certain nombre de choses. Elle s'est effondrée. Elle est sortie, elle avait les larmes aux yeux, c'était d'une violence inouïe. Puis elle me dit, mais on peut pas transférer la garde d'une enfant de 3 ans qui a vu son père 5 jours dans sa vie. C'est pas possible. Elle me dit, c'est pas possible. Je lui dis, ça va se passer. Donc qu'est-ce que je fais? J'écris au juge des enfants en disant, ma fille est en danger. J'ai un magistrat qui... Moi, j'ai saisi le Conseil supérieur de la magistrature, surtout à partir de là, surtout ceux qui font n'importe quoi, parce que
t'as bien fait, c'est important, c'est très important en fait. Oui, parce qu'à un moment donné, et puis donc je lui ai envoyé un mail. Le problème, c'est que j'ai signé en tant qu'avocate. Parce que quand on est avocat, on a une liberté de parole. Et en fait, comme elle m'avait insultée aussi en tant qu'avocate, j'ai pas réfléchi. Et on me dit, en tant que maman, t'aurais pu envoyer un mail, mais en tant qu'avocate, tu risques des sanctions pour manque de délicatesse. Je lui dis, on en reparle de la délicatesse vu l'audience que j'ai. Hein. Avec les pièces que tu as à l'appui de ce que ta fille a pu déclarer, ça m'étonnerait qu'il t'emmerde de trop, en fait. Hein. Franchement, il risque d'être en porte-à-faux maintenant. Hein. Ah non, mais ça s'arrête pas là, mon histoire, ça continue. Parce que du coup, l'été se passe mais on est heureuse avec ma fille. Hein. Moi, je suis la plus heureuse des mamans. D'être sa maman, c'est le plus beau cadeau du ciel. On passe un super été. Il est pas là, il nous écrit pas de nouvelles. Hein, il a disparu de la circulation. Et puis, le 6 septembre 2022, il arrive à l'école, entre midi et 2, il la prend, il la met dans le train et il se barre 800 km avec Angelina. Donc pour moi, c'est un enlèvement. Alors, pas juridiquement, hein, mais je veux dire, elle m'a pas dit au revoir, elle a pas dit au revoir à son chien, à personne. La directrice d'école m'appelle, moi j'étais sur l'autoroute, j'ai failli me tuer, hein, parce que j'ai fait un bond, j'ai hurlé, je lui ai dit comment ça, ma fille n'est pas à l'école, elle est où et puis c'était ma sœur qui devait aller la récupérer à 16h20 à la sortie de l'école, donc en fait, comme les enfants de ma sœur vont à la même école et qu'ils se voient à la récréation, ils avaient tout de suite remarqué qu'il y avait pas Angelina à la récréation, hein, et donc là je me retrouve au commissariat. Le procureur qui me dit alors on peut pas dire que c'est un enlèvement parce que voilà, mais nous on lui avait dit non, hein, qu'il fallait pas la prendre de force. Il était passé nous voir et on lui avait dit non. Ok. Et là le juge des enfants de Béziers me dit on applique la décision de Venay. Donc elle s'appelle Mallory Soncourt, donc elle aussi elle a un conseil supérieur de la magistrature aux fesses parce que donc je respecte la décision. Je vois ma fille un week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires. Et c'est là où, à la Toussaint, elle va dire à sa tata qu'elle a été qu'il y a pénétration digitale. Alors, elle dit qu'il lui a mis les doigts dans la nénette et dans les fesses. Hein, et que c'était pas tous les jours. Hein, mais particulièrement les jours où il me permettait, grand seigneur, d'avoir ma fille au téléphone. Donc, elle voulait plus m'avoir au téléphone, non pas parce qu'elle voulait plus parler à maman, et puis elle explique très très bien, hein, ma gamine, hein, mais parce que c'était pire. Elle me raconte qu'une fois, en fait, c'est une maison à étage hein, dans laquelle il habite, donc il y a 3 niveaux, le garage, la pièce principale et la chambre. Et en fait, elle me disait qu'il avait utilisé ma technique de dire écoute, Angelina, tu vas aller réfléchir dans ta chambre quand elle faisait des bêtises. Bon, elle était punie, elle savait pas pourquoi, mais elle allait réfléchir dans sa chambre parce que voilà. Et là, il la rejoignait et puis ça se passait dans ces moments-là. Et elle m'explique qu'une fois, il l'a emmenée dans la forêt pour un moment privilégié papa-fille. Il lui a montré des films avec des gens tout nus dedans. Il ne comprenait pas ce qu'elle voyait. Pourquoi les gens ils étaient tout nus les uns contre les autres. Et après, voilà. Donc, elle m'a raconté en forêt que monsieur lui caresse la nénette et elle me dit, tu sais, maman, j'étais très courageuse parce qu'il voulait absolument que je caresse son zizi. J'ai réussi à lui dire non. Hein. Alors, je dis oui, t'es très courageuse, ma fille. Oui. C'est complètement dingue, hein, quand même. Franchement, ouais. C'est. Et alors, cette plainte-là, je la pose à Paris. Les policiers me disent, alors, madame, on est très, très embêtés parce que de toute façon, vous allez perdre vos droits. Pardon. Elle me dit, oui, parce que si vous ne remettez pas l'enfant au papa, il y a des juges qui risquent de vous enlever vos droits. Je lui dis, mais au nom de quoi? Parce que la loi, il y a un article du Code de procédure pénale qui permet, quand il y a suspicion de violence sexuelle, de ne pas remettre l'enfant parce que le principe de précaution est supérieur, donc précaution de l'enfant, la sécurité de l'enfant est supérieure à la présomption d'innocence. Donc, j'en étais à 3 faits, donc à un moment, 3 plaintes, on peut se poser des questions. Enfin, voilà. Ouais. Il me dit non, mais vous allez perdre vos droits parce que si vous la remettez, c'est que vous êtes complice. Si vous la remettez pas, on va vous accuser d'aliéner votre enfant. Quitte à perdre ses droits, hein, je vais la protéger le plus longtemps possible. Hein. Oui, c'est ça. Et là, on est convoqué le 6 décembre avec Angelina devant. Alors, le matin, j'ai une audience devant le juge aux affaires familiales parce que dans les 72 heures de l'enlèvement, monsieur avait déposé une demande pour que j'ai des droits de visite médiatisés. Parce que Magali Venay, dans son arrêt, avait dit si Madame Frasson n'exécute pas ma décision, il faudra des visites médiatisées pour la punir.
Alors, les visites médiatisées, c'est quand il y a un problème de lien entre le parent et l'enfant. C'est pas punitif pour un parent. Hein. C'est pas prévu par les textes, en tout cas par la loi. Et donc, j'ai cette JAF le matin. Donc, lui, il demande des visites médiatisées pour me punir. Et puis, l'après-midi, on a le juge des enfants. Et là, moi, je dis à ma fille, parce que c'est la loi, qu'elle est précoce, que j'ai des diagnostics médicaux qui disent qu'elle a la capacité de discernement. Donc, devant le juge des enfants, un enfant est une partie à la procédure à part entière, séparée de ses parents. Donc, je dis à ma fille, tu vas pouvoir parler, tu dis la vérité, toute la vérité. Moi, j'ai toujours dit ça à ma fille. Tu dis la vérité, toute la vérité. Et donc, ma fille part avec la juge. 2 secondes après, elle revient. Donc, j'ai compris que ma fille n'avait pas été entendue. Elle est mise dans une salle à côté. Et là, j'ai un rapport, j'ai fait un rapport psychiatrique du docteur Ben Kemoun, qui est pareil, un pédopsychiatre expert renommé, c'est une sommité en France, hein, dans le recueil de la parole de l'enfant. C'est lui qui... Donc, j'étais allée le voir. Il a passé plus de 2 heures avec elle et il conclut qu'elle ne peut pas mentir, qu'elle est en danger, selon le Code civil, l'article 375, fait un signalement et explique que, quelle que soit son intelligence, elle n'est pas en capacité d'inventer à partir de rien. Donc, nécessairement, elle raconte quelque chose qu'elle a vu, vécu. Que ce n'est pas possible autrement. En sachant qu'elle mime, etc. Et là, la juge, sur l'audience, dit placement. Famille d'accueil, placement. Donc, j'ai dit, mais pourquoi vous la placez pas chez moi, en fait? Et puis, j'avais des tiers de confiance, parce que la loi dit qu'en priorité, c'est quand même le tiers de confiance. Elle dit, ah non, vous avez osé ne pas exécuter la décision de ma collègue. Oui, d'accord, c'est pas pour ça qu'on place un enfant, quand même. Hein. Je peux pas dire, mais... Après l'inceste, le deuxième trauma, le pire trauma qu'on puisse faire, c'est la rupture avec sa figure d'attachement. Et elle a vécu qu'avec moi depuis 4 ans et demi. Donc. Et donc, non, placement. Et lui, il a le droit à 2 fois par mois et moi 1 fois par mois en visite médiatisée. Parce que ça veut dire que la juge, elle a cautionné le placement de l'enfant pour pouvoir permettre la pédophilie? Ouais, placement sur l'audience. Et là je m'effondre. Elle me dit, écoutez... Maître Frasson, hein. Et puis elle m'appelle maître en plus. Hein. Soyons très, très, très clairs. Hein. Si vous faites un scandale, vous n'avez pas le droit de dire au revoir à votre fille. Pardon. Ah non, mais les détenus sont mieux traités en France. C'est-à-dire que quand vous allez au tribunal correctionnel, vous avez un temps. Si jamais on décide que vous allez en prison, là maintenant tout de suite, d'abord on vous prévient qu'il y a ce risque-là, donc vous venez avec une valise, hein. Et vous avez un moment pour dire au revoir à votre famille. Donc moi, elle n'a été pas d'affaires. Et là, quand elle arrive, elle est en pleurs. Elle me dit, mais maman, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc je lui explique avec des mots d'enfant et je lui dis, sache Angelina que jamais on pourra être séparés parce qu'on s'aime et que le lien du cœur, c'est magique. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas nous séparer. Personne ne peut nous séparer. Et là, la juge arrive comme une sorte de vautour sur ma fille, comme ça, pour me la prendre des bras de force, en disant, ah si, moi, j'ai le pouvoir de vous séparer. Comment elle s'appelle, cette juge? Qu'on entende son nom. Mallory Soncourt. Donc, redonne-le encore une fois. Mallory Soncourt. Voilà. D'une violence inouïe. Donc c'est une juge qui cautionne la pédophilie. On est d'accord? Totalement. Mais le pire, c'est ce qu'elle a fait le 28 juin. Parce que donc il y a la MIJ qui commence, donc une mesure d'investigation judiciaire. Là, il y a le off et il y a ce qui est écrit dans les rapports. Dans le off, Angelina ne veut pas voir son père et sur les temps qui sont prévus, ils sont obligés de forcer le lien, parce que c'est bien de forcer le lien avec quelqu'un. L'instruction est ouverte, on fait des démarches, sauf que comme ma plainte a été perdue informatiquement 2 fois à Créteil. Donc, le parquet a changé, a été promu, et finalement, le juge d'instruction qui a été nommé a lui aussi une promotion en septembre. Donc, les choses, elles tardent, hein, parce que du coup, voilà. Puis là, mon avocate me dit, mais il faut une mise en examen, parce que sinon, de toute manière, tu vas jamais récupérer ton enfant. Je lui dis, oui, moi, le juge d'instruction dit bien que oui, il va y avoir une mise en examen. Oui, on va bien tout faire, mais que, il y a les vacances qui arrivent, machin. Bref. Ma fille est auditionnée en audition Mélanie dans le cadre de la plainte pour viol. Et là, tout le monde me dit, non mais,
Vanessa, elle s'est rétractée, elle a avoué avoir menti. Bon, jusqu'à présent, j'ai 5 signalements. Tout le monde dit qu'elle dit la vérité. Qu'est-ce que c'est? Donc moi, j'ai finalement eu accès à cette audition. Et en fait, elle dit qu'elle ne veut pas reparler de sa nénette parce que c'est pour ça qu'elle a été séparée de maman et que elle veut rentrer chez maman, donc elle veut plus parler de sa nénette. Par contre, elle mime. Et elle explique, parce qu'elle n'a pas associé ça au zizi, elle raconte toute l'histoire du zizi tout dur que papa veut qu'il caresse et qu'elle lui montre, et elle mime avec ses petites mains, vous savez, à 4 ans. C'est normal de savoir mimer un sexe en érection, hein, et de savoir qu'il est dur. Parce que, bon, Non, mais c'est d'une tristesse incroyable, ça, en fait. Franchement. Non, mais c'est ça. Et là, donc, on arrive à... Donc, j'ai fait contre-expertiser ça par le docteur Sarah Thierry qui dit, mais elle s'est pas du tout contredite. En fait, elle est traumatisée par le placement. Mais ça suffit pas. La psy de la Mige veut absolument communiquer avec Angelina. Et là, Angelina, elle dit, ça suffit, j'en ai marre. Tout le monde m'interroge en permanence. Je veux te montrer. Elle se met sur le dos, les jambes grandes écartées, et elle se masturbe. Elle dit, c'est ça qui me fait. Et là, carrément. C'est dans le rapport. Et là, la psy, hein, se demande si c'est de l'aliénation maternelle. Putain, mais c'est complètement dingue. Comment ils transforment la vérité? C'est ça. Ils disent que peut-être c'est vrai, hein, quand même. J'ai tous les rapports d'expertise, mais bon, bref. On se retrouve devant le juge. Et là, Mallory Soncourt, elle me dit, mon ordonnance psychiatrique à moi n'est pas arrivée. Elle a été envoyée 3 fois. Elle n'est pas censée faire c'était pour savoir s'il y avait un syndrome d'aliénation maternelle. Et ça dit que j'ai pas de syndrome d'aliénation maternelle, que j'ai aucun trouble psychiatrique, que j'ai pas de symptômes, que je suis saine d'esprit. Mais par contre, j'ai un syndrome anxio-dépressif parce que je suis séparée de mon enfant, mais qui est réactionnel et qui est normal. Parce que ça veut dire que j'ai un vrai lien avec mon enfant. Donc, et elle explique tout ça. Hein. Et la psy de l'ASE, pour moi, dit bon, alors c'est vrai que madame, elle a l'air un peu traumatisée quand même, hein, mais bon, il y a quand même que 2% des parents qui mentent. Alors peut-être qu'elle ment pas. Hein. Peut-être que je fais partie des 98% d'enfants. Et là, Mallory Soncourt, en pleine audience, déclare non mais il n'y a aucun danger au domicile de monsieur. Aucun danger au domicile de monsieur. Moi, j'écarte tout danger au domicile de monsieur. Donc elle cautionne bien la pédophilie. Est-ce que tu penses qu'elle fait partie des réseaux de la pédophilie carrément? Parce que pour être comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Elle a 26 ans, elle sort de l'école, elle est, elle applique pas la loi parce qu'elle a refusé d'entendre ma fille. Pareil, dispense d'audience. Alors, c'est pas dans le code on n'a pas le même code de procédure civile. Hein. Moi, c'est pas pour un juge. Alors, pour un juge. Écoute bien, pour un juge, il y a une chose qui est très simple, d'accord? Il n'y a rien de plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, et il n'y a rien de plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Eh bien, ta juge, c'est ça, en fait. C'est ça. Et ce qui se passe, c'est que donc elle décide un placement jusqu'au 31 août avec retour au domicile surveillé chez le père, et après application du jugement JAF. Et l'expertise psychiatrique du père, c'est le docteur, c'est pareil. Alors lui, c'est le docteur Egvive. C'est une honte. La moitié du rapport, c'est sur les femmes qui sont quittées par les hommes et qui veulent s'approprier leur enfant et que donc nécessairement elles mentent. Alors je ne sais pas sur quelles données scientifiques ils se basent parce que toutes les études, déjà il m'a pas vu. C'est moi qui l'ai quitté, pas de bol. Donc et alors des propos misogynes comme ça sur toutes les mères, des propos généraux. Il y en aura toujours des gens comme ça. Non mais sauf que oui. Donc il n'a pas le profil du pervers narcissique. C'est un psychiatre, donc il est censé se référer aux DSM qui sont sur les maladies psychiatriques. Donc le pervers narcissique c'est pas dans le DSM. Donc en fait lui il dit non, il a pas le profil, il présente bien, c'est un monsieur qui se remet en question, puis il a totalement intégré la loi. Hein. Même s'il a avoué qu'il m'avait ceinturé, mis au sol, etc. Mais il a intégré la loi. Oui, bon, si on veut. Et donc moi je suis toujours en visite médiatisée et le 19 juillet je l'emmène à Aqualand au Cap d'Agde. C'est plein de jets d'eau, des toboggans, et là j'ai ma fille. Le 19 juillet de quelle année? 2023? Ouais, là ce mois de juillet.
On est le 19 juillet, j'emmène ma fille. Ma fille, elle adore l'eau, elle adore la mer. Elle se baigne en Normandie en mois d'avril. Hein. Je peux la retirer comme je veux. Elle adore l'eau. Donc, je pensais vraiment lui faire un beau cadeau. Et puis, je la vois 6 heures par mois depuis 8 mois. Donc, comment te dire que j'ai envie de profiter de ma fille. J'ai pas envie de parler du zizi, de papa et tout ça. Hein. J'ai vraiment envie de passer un bon moment avec ma fille. Et là, j'arrive et je sais pas pourquoi, à un moment donné, elle se fige. Et là, elle se met en mode bébé, koala. Elle vient d'avoir 5 ans, hein, mais je l'ai portée pendant 1h30 à pleurer dans mes bras. Et elle déchargeait. Hein, et elle pleurait. Je vois le gars de l'ASE qui me dit c'est bon, c'est un caprice. Je crois pas, non. C'est nerveux. Enfin, c'est des pleurs nerveux, quoi. Enfin, et donc, je finis par m'asseoir et puis je la berce comme un bébé. Je lui chante ses chansons de bébé. Je la rassure comme je peux. Et là, elle me dit non, mais maman, ça a recommencé, tu sais. Et qu'est-ce qui a recommencé, ma chérie? Papa, il a recommencé, tu sais, c'était le vendredi quand tu m'as appelé. Le vendredi, c'était donc le 13 juillet. Le vendredi, quand tu as appelé, ce jour-là, j'avais vu qu'elle n'était pas bien parce qu'elle n'avait pas d'iris. Elle avait les yeux entièrement noirs et elle était complètement atone, en sidération. Donc, moi, j'avais appelé la psy qui la suivait, qui m'a dit c'est peut-être une revivance du trauma, etc. Je m'étais posé des questions, mais pas plus. Et là, elle me dit oui, ça a recommencé, maman, ce jour-là, papa, il a recommencé. Et je lui dis on va aller le dire à Thibaut, hein, parce que maman, là, je peux plus rien faire toute seule, donc on va aller le dire à Thibaut, puis Thibaut, il va te protéger. Et là, ma gamine hurle non, je veux pas de lui, il me protégera pas, je n'ai pas confiance en lui. Je lui dis oui, mais tu peux nous dire qui c'est, Thibaut? Thibaut, c'est le responsable de l'ASE qui est avec nous et qui nous surveille. Et donc là, ma fille, je lui dis écoute, il faut que tu sois encore très courageuse. Tu viens de le dire à maman sous les jets d'eau. Thibaut, elle était juste à côté. Il faut lui redire. Si tu veux que ça s'arrête. Elle me dit oui, je veux que ça s'arrête. Elle est en pleurs, elle en peut plus. Elle me dit je veux plus jamais te quitter, c'est pas juste. Donc on arrive avec Thibaut, elle est en larmes et elle parle. Et là, Thibaut ne regarde pas ma fille. Il regarde en face de lui, ne cherche pas à entrer en contact avec elle, ne lui parle pas. Et il me parle à moi en disant j'ai rien compris. Angelina a dit maman, tu répètes parce que c'est trop dur, répète maman. Je lui dis voici ce qu'elle m'a dit textuellement, que ça a recommencé, que papa il a recommencé à mettre son doigt dans sa nénette et qu'elle veut plus que ça continue. Et je lui dis donc on fait quoi? Il me dit je sais pas parce que moi je suis pas formée. Hein. C'est dingue quand même, franchement. Donc, il me dit je vais appeler mes supérieurs. D'accord? Appelez vos supérieurs. Très bien. Et là, Angelina me dit écoute maman, moi je ne veux pas recommencer à parler aux psy, aux policiers, à tout le monde. Je sais que ton téléphone il enregistre, tu m'enregistres. Et donc, je l'enregistre. Et là, elle dit en pleurs que papa met son doigt dans sa nénette et qu'il lui a montré son zizi tout dur et qu'il veut la caresser, machin, etc. J'envoie ça. Et Angelina me dit elle dit à Thibaut, maman, elle t'enverra l'enregistrement. Là, c'est bon, je veux prendre mon goûter, je veux des câlins avec ma maman, etc. Moi, je suis persuadée qu'il va la ramener, comme la loi l'oblige, à la famille d'accueil, puisqu'il y a jusqu'au 31 août, elle est sous la protection de l'ASE à ce moment-là. Donc moi, je suis au commissariat, je lui dis donnez-moi des nouvelles. Et donc, il m'appelle, il me dit non, mais moi, j'ai fini ma journée, je l'ai ramené au père. Je lui dis, je vous demande pardon. Vous l'avez ramené à son papa? Oui. Putain, mais c'est complètement dingue, franchement. Est-ce que tu as déposé plainte contre le père? J'ai déposé plainte. J'étais au commissariat en train de déposer plainte avec l'enregistrement. Et là, le lendemain, 48 heures après, j'ai l'ASE qui m'écrit « Nous ne pouvons plus prendre en charge votre dossier. Vous n'avez plus de droit d'appel ni de droit de visite sur votre fille parce que vous avez porté plainte. » Merci madame, au revoir. Je dis mais je la reçois. C'est qui t'écrit ça? L'ASE qui n'a pas le droit. Hein. Alors, est-ce que tu as un nom, un prénom, une signature? C'est un mail de Thibaut. C'est Thibaut qui m'écrit en me disant si vous n'êtes pas contente, Madame Crasson, vous avez qu'à écrire à ma direction. Mais le juge est au courant, je fais une note de service. Et du coup, mais est-ce que tu as déposé plainte contre ce gars Thibaut? Oui, moi j'ai déposé plainte contre l'ASE et contre Thibaut. Parce que c'est de la j'ai pour 3 choses, non-assistance à personne en danger, mise en danger, et puis. Tu connais les lois, hein, donc je suppose que tu as activé avec des articles de loi qui vont avec. Oui, hein, mais ça leur a pas plu non plus.
Donc, avec mon avocate, on a fait une ordonnance de protection parce que quand il y a un danger, soit pour une femme, soit pour des enfants, soit pour les deux, il existe une procédure qui s'appelle l'ordonnance de protection. La juge nous autorise à assigner et je suis passée devant le 2 août. Et mon avocate, elle s'appelle Marie Sablon, elle était formidable, elle a compris comment il fonctionnait, elle a compté le nombre de messages qu'il avait envoyés pendant 2 ans et demi pour prendre des nouvelles de sa fille. Il a demandé 7 fois des nouvelles de sa fille en 2 ans et demi. Elle démontre tout et elle dit on a ça de rapport d'expertise de psy. Et même dans la miche, partout, c'est partout. Et là, la juge, elle était embêtée parce que le parquet a fait un avis mensonger. Il a expliqué que toutes les plaintes étaient classées et que c'était moi qui étais procédurière. Sauf que ma plainte pour violence conjugale, elle est toujours en cours d'enquête. Et puis, on a eu un mail en juin pour nous dire qu'ils étaient bien en cours d'enquête. La plainte pour l'agression sexuelle du 26 septembre 2021, elle a jamais été classée et elle est à l'instruction. Et le juge d'instruction a fait un soit transmis pour récupérer la plainte pour viol. Parce que le parquet, c'est... Donc, le parquet t'a répondu ça? Il t'a mis ça par écrit? Donc, tu as le droit de déposer plainte pour faux en écriture publique? Ah bah j'ai pas accès aux documents, donc, mais j'ai saisi le Conseil supérieur de la magistrature et j'ai saisi son responsable hiérarchique. Mais oui, en fait, je pense qu'il faut porter plainte oui, tu as raison, il faudrait porter plainte. C'est du faux en écriture publique si c'est écrit. Hein. Et la juge des enfants son cours, qui est en vacances, qui n'a rien à dire dans la procédure d'ordonnance de protection, a quand même pris le temps pendant ses vacances d'envoyer un email pour dire avis défavorable à la protection d'Angelina. Un juge des enfants qui n'est pas parti à la protection, qui n'a rien à dire. Tu vois, là, ils sont dans la confusion du travail et du business sur les enfants, d'accord? Et la protection des enfants, ils en ont rien à foutre. Hein. Rien à foutre. Dans mon dossier, il y a quand même, parce que l'ASE, en fait, c'est plein de micro-sociétés à moitié privées. Hein. Il y en a 7 qui sont intervenues dans mon dossier. Là, il y en a une 8e, parce que du coup, ils étaient un peu embêtés, l'ASE Béziers, donc ils ont envoyé l'ASE d'Agde. Et là, ça fait 3 jours parce que j'ai fait une sommation d'exécuter le jugement, hein, parce que il y a quand même une ordonnance qui me donne le droit de l'avoir au moins une fois en août. Mais c'est pas le pire, c'est que, en fait, le jugement JAF prévoit des visites médiatisées à la fin de la mesure d'assistance éducative. Et monsieur et son avocate nous ont piégés parce que nous, on était concentrés sur le juge des enfants en espérant qu'elle la place à mon domicile comme la loi le prévoit. Mais non, il a demandé une AEMO. En pleine audience, monsieur dit « Alors moi, je veux pouvoir prendre des décisions arbitraires sur Vanessa et son lien avec sa fille avec la légitimité de l'ASE. C'est pour ça que je demande une mesure d'assistance éducative, mais pas du tout pour m'aider dans ma parentalité avec Angelina. » Il répète ça 3 fois. Personne ne réagit pour lui dire que non, une mesure d'assistance éducative, c'est pas pour l'aider à prendre des décisions arbitraires sur madame. Surtout dans un contexte de violence conjugale. Bien sûr. Non, donc là, je me retrouve sans droit. Donc, je ne vois plus ma fille avant juin 2024 si on n'arrive pas à faire bouger les choses. La cour d'appel sur la décision JAF est saisie. Elle nous a donné une audience rapide au 4 novembre. Donc, tu vois ce qui est important. Si tu avais besoin qu'au bout de la vidéo, parce que là, on va arriver au terme de notre émission, parce que là, on a fait presque le tour, mais si tu as envie que je publie des jugements ou des pièces au bout de la vidéo, parce que je la publierai que demain matin, hein, la vidéo, mais si tu veux que je publie des documents qui sont accusatoires et qui peuvent te protéger pour montrer que tu avais bien fait les bonnes démarches, tu me les envoies par email et puis je les publie derrière, hein, d'accord? C'est au cas où, ok? D'accord. Mais quand tu vois ce fonctionnement-là, tu t'aperçois que la justice des enfants, c'est que ça en France. Hein. Non, mais on a le droit de violer les enfants. Il faut le dire. En France, un père a le droit de violer sa fille ou son fils. Ouais. Ou une mère. On a même ce qu'on appelle les placements inversés. C'est le coupable qui récupère l'enfant pour le garder. C'est exactement ce qui s'est passé. Honnêtement, c'est de la torture. Parce que moi, honnêtement, je suis en train de laisser ma santé, forcément. Hein, mais ma fille, elle vit un double trauma, en fait. Elle vit le trauma de l'inceste, hein, puisque moi, je la crois. Et ensuite, elle vit le trauma de la rupture avec sa figure d'attachement. Et dans la vie, j'explique que le placement a causé un trouble abandonnique à ma fille, qui n'existait pas avant. Hein, et ils disent, c'est sans doute parce qu'elle voit plus son papa autant.
tu vois comment ils manipulent la vérité, en fait. C'est incroyable. Hein. C'est vraiment, ce qui m'insupporte, c'est la méthodologie de leurs mensonges pour obtenir leur finalité, en fait. Moi, on en a discuté avec mon avocate Marie Sablon. Elle est spécialisée dans l'inceste. Elle a plus de 30 dossiers. Je veux dire, quasiment tous les parents protecteurs qui dénoncent l'inceste paternel majoritairement, hein, mais il y a aussi maternel, hein, bah, ils perdent la garde. C'est aussi simple que ça. Et là, moi, ce qui est sûr, c'est que ma fille, elle parlera plus jamais. La première fois qu'elle a voulu parler à un juge, elle a été placée. La deuxième fois qu'elle a voulu parler à un juge, elle est retournée chez son père. Et la troisième fois, elle voit plus sa mère. Donc comment dire, ma fille, même si moi, elle me parle, ça serait formidable. Alors, moi, je vais te faire une demande particulière. C'est que si ton avocate, elle a envie de faire un témoignage dans une émission comme L'Enfant, un business pas comme les autres, tu lui donnes mon contact. Hein. Je serais assez heureuse d'avoir une nouvelle avocate qui parle de ça. Je te le dis tout de suite. Simplement pour parler de l'inceste et de l'abus des procédures, en fait. Voilà, je te le dis. Hein. Ils protègent tous les uns les autres et puis personne ne veut se décider, quoi. Enfin, à quel moment on prend compte l'intérêt de l'enfant? Enfin, c'est quand même le seul critère, normalement, dans ces procédures. Non, bien sûr. Donc, en tout cas, c'est d'une tristesse absolue. Et bon, moi, tu confirmes vraiment, même en tant qu'avocate, tu confirmes ce que vivent déjà plein de parents, plein de mamans. En fait, hein. J'ai une maman, c'était pas moi devant le juge des enfants, qui a placé la petite qui dénonçait pareil l'inceste, hein, la fessée qui pique avec le zizi, et puis ça, en fait, les enfants, ils en parlent tout le temps, c'est dans les dessins, c'est quand on les croit. Donc le juge des enfants l'a placée chez le père, la gamine, et moi j'ai défendu cette maman, Manon, elle s'appelle Manon, cette maman. Je suis allée devant le JAF et en fait, j'ai fait un incident d'audience, j'ai fait venir le bâtonnier parce que je lui ai dit, mais vous n'êtes pas la chambre d'enregistrement du juge des enfants, en fait, hein, donc il n'y a pas forcément un transfert de garde. En plus, j'avais réussi à prouver les carences du papa, on avait un dossier épais comme ça, j'avais sorti tous les textes internationaux, les études, les machins, transfert de la garde au père. Hein. Et puis alors, j'ai dû battre, envoyer une dizaine de courriers pour qu'elle puisse revoir sa gamine parce que le service, il n'y avait personne à disposition. Et tu sais ce qu'on reproche à Manon? D'avoir demandé aux services sociaux de mettre des surchaussures chez elle parce qu'elle allait recevoir un petit garçon de sa famille qui a une leucémie. Et donc, il faut absolument que ça soit propre. Donc, quand tu vois ce genre de débilité qui sont capables, le paradoxe de leur décision, c'est incroyable, en fait. D'accord? Bon, écoute, en tout cas, Vanessa, moi, je suis content de ton témoignage. Bien entendu, on va rester en contact. Ça me paraît évident parce que on aura peut-être même un autre épisode à raconter un peu plus tard. Donc, tu as même le droit de refaire une émission avec ta copine, ton avocate, si tu as envie. D'accord? Je trouverais ça très bien parce qu'il faut compléter les informations pour que les gens comprennent. Donc, toi, en plus, tu es avocate, tu subis, tu te rends compte, le système de la justice derrière toi. Franchement, mais c'est aberrant, quoi. C'est d'une tristesse absolue. J'espère simplement que ta fille, en fait, d'accord, elle refasse surface, quoi. Franchement, je te souhaite vraiment que tu la récupères beaucoup plus vite qu'on ne le pense. D'accord? La prochaine audience, c'est quoi alors, toi? C'est quand? On attend de savoir si la chambre. On a fait appel évidemment de la décision de Mallory Soncourt et la juge des enfants, et on attend de savoir si la chambre des mineurs veut bien nous audiencer. Ils auraient déjà dû répondre. Donc. Bon. En tout cas, la seule chose que je te demande en fin de cette émission, c'est que tu envoies un petit baiser à ta petite fille, d'accord? Tu lui dis que tu l'aimes, d'accord? Et moi, tu m'autorises à lui faire un bisou de ta part. Oui, bien sûr. On fait comme ça, d'accord? On se dit à bientôt, Vanessa, d'accord? Merci pour ça. Et je reste à disposition. Si tu veux que je publie des pièces derrière ta vidéo, tu m'en fais suivre par email. Ok? D'accord? D'accord. Très bien. Je te remercie de ton témoignage, Vanessa. Merci pour tout. Je te souhaite une bonne soirée quand même. Ok? Oui, merci. À bientôt. À bientôt. Salut.